Fantastique arrivée de la transatlantique, Birch gagne, Malinowski battu sur le fil. Élection européenne, ceux qui sont d'accord avec le chef de l'État doivent porter ensemble les couleurs de la France, dit Raymond Barre. Refroidissement entre Moscou et Bucarest, des ambassadeurs du pays du pacte de Varsovie auraient quitté la Roumanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 1 minute 07. 1 minute 07, c'est d'habitude l'écart qui sépare les concurrents d'une régate en baie de Saint-Malo, d'Arcachon ou à Saint-Raphaël. Eh bien, c'est aussi l'écart qui sépare depuis 1 heure le vainqueur de la Transat française en solitaire, le Canadien Michael Birch, du Français Michel Malinowski second. Et derrière eux, à quelques encablures, 2 hommes sont encore au coude à coude, le Français Olivier de Kersauzon et l'Américain Phil Weld. Ces 2 hommes vont se disputer la 3e place. Et oui, l'arrivée de la Transat est proprement fantastique. Songez que ces 4 hommes sont partis depuis plus de 3 semaines, qu'ils ont parcouru plus de 4000 km et qu'ils se sont retrouvés dans un mouchoir cette nuit en vue de la Guadeloupe. En direct avec nous maintenant, Pierre Salviac, notre envoyé spécial là-bas, avec donc la victoire d'un trimaran sur un monocoque, 1 minute 07. Un final à la Hitchcock entre monocoque et multicoque. Cette course transatlantique en solitaire vient de s'achever en régate autour de la Guadeloupe, ménageant le suspense jusqu'à l'arrivée. Au petit matin, alors que le jour était à peine levé sur la Basse-Terre, où se trouve, vous savez, le fameux volcan de la Soufrière, le Français Michel Malinowski se signalait le premier en envoyant une fusée, tandis que le Canadien Michael Birch arrivait sur ses talons 300 mètres à peine derrière. À partir de ce moment-là, commençait un duel fantastique entre les 2 navigateurs. Un passionnant chassé-croisé, chacun prenant l'avantage tour à tour. On a même cru à un moment, au cours de ce long sprint autour de la Guadeloupe, que le Canadien Michael Birch avait fait fausse route, allant contourner l'île de Sainte, Michel Malinowski ne le voyant plus. Mais en fait, il s'agissait d'une manœuvre stratégique du Canadien pour aller chercher un vent plus portant, tandis que Malinowski faisait la causette. Et après 7000 km de course, à travers l'Atlantique, par des routes différentes et sur des voiliers de conception différentes, Michel Malinowski et Michael Birch se retrouvaient encore bord à bord dans la dernière ligne droite. Puis Michel Malinowski repartait, laissait sur place son adversaire. On croyait qu'il avait fait le trou, que la course était jouée, que Malino avait gagné et que ce pauvre Birch avait perdu tout espoir. C'était sans compter sur le formidable retour du Canadien. Au prix d'un effort extraordinaire, il revenait, grignotait petit à petit le terrain perdu. Son petit trimaran jaune revenait à toute allure sur Malinowski, un retour spectaculaire comme un boulet de canon. En vue de la ligne d'arrivée, Birch passait son adversaire, laissant sur place Malinowski pour s'installer en tête de la course. Ce sprint, dans une ambiance extraordinaire qui a passionné toute la Guadeloupe, avait été insoutenable dans les dernières minutes. Michael Birch, ancien cow-boy de western, venu à la voile il y a à peine 15 ans, passait en tête la ligne d'arrivée, remportant la première course transatlantique française en solitaire, laissant à Michel Malinowski, courageux et admirable, la 2e place, tandis qu'on attendait pour la nuit l'Américain Weld en 3e position et le Français de Kersauzon en 4e position. Pierre Salviac, Pointe-à-Pitre, Antenne 2. Oui, des images en noir et blanc bien sûr, mais justifiées par cette arrivée au finish qui date, je vous le rappelle, d'il y a 1 heure à peine. En revanche, point de nouvelle pour l'instant d'Alain Colas. Je vous rappelle que c'est donc Michael Birch qui l'a remporté devant Malinowski avec 300 mètres d'avance. 2e gros titre de ce journal ce soir, ce froid qui nous vient de l'Est. 3 des ambassadeurs des 6 pays membres du pacte de Varsovie, c'est-à-dire des pays de l'Est, auraient quitté ce matin Bucarest, rappelé, dit-on, en consultation par leur gouvernement. Si cette information venue de Belgrade est confirmée, et surtout si leurs 3 autres collègues suivent leur exemple, eh bien ce serait indiscutablement le signe d'une crise sérieuse entre la Roumanie et ses alliés socialistes. Du nord au sud, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et bien entendu l'URSS. L'Albanie, qui à l'origine en était, a quitté l'Alliance en 1968, après l'affaire de Tchécoslovaquie.
Le pacte de Varsovie est une alliance militaire de l'Est conclue en 1955 comme réplique au pacte atlantique. La Roumanie de M. Ceausescu, membre à part entière du pacte de Varsovie, a toujours eu tendance à faire cavalier seul en politique étrangère et à marquer son indépendance à l'égard de l'URSS. Un exemple, en 1968, ses troupes n'ont pas participé à la mise au pas de la Tchécoslovaquie de Dubček. Lors de la réunion au sommet du pacte de Varsovie, la semaine dernière, à Moscou, M. Ceausescu a refusé d'augmenter l'effort militaire de son pays, en disant que la situation internationale n'était pas si grave qu'elle exigeât une participation plus grande en hommes et en armes de la Roumanie. Il n'y a pas de danger immédiat d'agression, dit M. Ceausescu, mais la Roumanie est résolue à assister ses alliés en cas d'agression impérialiste. Notons encore cette phrase du chef de l'État roumain: « Jamais l'armée roumaine ne recevra ses ordres de l'étranger ». Alors Georges Bortoli, doit-on s'inquiéter? Va-t-on voir se répéter le scénario tchécoslovaque il y a 10 ans? Non, on n'en est pas là. Il y a des pommes de discorde entre Moscou et Bucarest. Il y a une pomme de discorde qui est très grave, je crois, qui est l'attitude à avoir vis-à-vis de la Chine. Ce n'est pas un mystère qu'au cours de la dernière réunion du pacte de Varsovie, les soviétiques ont demandé à leurs alliés d'être à leur côté, de prendre, comment dirais-je, des engagements, et même des engagements militaires, dans cette espèce de différence soviéto-chinois qui est très grave. Et les Roumains ont dit non. Et les Roumains ont l'habitude de dire non, et disent non très souvent. Ils l'ont dit en 68, Maurice Werther le rappelait tout à l'heure, mais ça, c'était un grand clash, quelque chose de spectaculaire. Mais M. Ceausescu, le chef d'État roumain, a l'habitude de dire non souvent, de façon plus imperceptible, de donner des coups d'aiguille. D'autant qu'il a reçu récemment les dirigeants chinois à Bucarest. Oui, il a toujours refusé de se brouiller avec la Chine, et ça, vis-à-vis des soviétiques, c'est quand même très grave. Il y a une chose qu'on sait moins, il a toujours refusé de se brouiller avec Israël aussi, et c'est même pas un très grand mystère que la fameuse rencontre Begin-Sadat, vous savez, celle de novembre 77, elle s'est préparée en partie dans le bureau de M. Ceausescu, qui a reçu successivement M. Begin et M. Sadat, et qui avait lancé de sérieux ballons d'essai à ce sujet, n'est-ce pas? La Roumanie est un pays très indépendant des autres pays du pacte de Varsovie. Alors bon, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas croire à cette histoire dramatique qui s'est propagée cet après-midi des 6 ambassadeurs des 6 pays du pacte de Varsovie partant avec une simultanéité dramatique de Bucarest. Apparemment, il y en a 3 qui sont toujours là, mais je crois qu'on va vers un sérieux refroidissement. Et M. Ceausescu lui-même a dramatisé un peu les choses. Il a reçu ces jours-ci des tas de délégations, il leur a expliqué son différend avec M. Brejnev, et quand M. Ceausescu recherche ainsi l'appui populaire dans une question de politique étrangère, c'est tout de même que ça va mal. Des dossiers de l'écran exceptionnels dans une demi-heure maintenant, exceptionnels vous le savez, puisque l'invité d'Armand Jameau et de Joseph Pasteur est tout simplement Richard Nixon. Richard Nixon dont vous avez pu entendre en exclusivité hier dans ce journal la seule interview qu'il accordera pendant son séjour en France. Alors, Joseph Pasteur, vous êtes avec nous en duplex depuis le palace où séjourne Richard Nixon et d'où se déroulera l'émission. Alors, dans quelles conditions ? Eh bien, dans les conditions qui sont celles des dossiers de l'écran lorsque nous recevons une personnalité tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire que M. Richard Nixon, après un très court film retraçant sa carrière politique, répondra à toutes les questions que poseront les téléspectateurs via SVP, comme d'habitude. Je dis bien toutes les questions, y compris sur l'affaire de Watergate. Il est tout à fait disposé à le faire. Et vous savez, Patrick, que c'est un événement, pas seulement chez nous, mais aux États-Unis. Nous avons eu diverses informations tout à l'heure. Nous apprenons que, par exemple, une grande chaîne américaine va diffuser en direct à la radio le débat que nous aurons tout à l'heure avec Richard Nixon. Et il y a ici, dans les couloirs du Ritz, quelques-uns des grands noms des chaînes et des grands journaux américains qui ont fait le déplacement tout exprès. C'est vous dire que c'est un événement qui intéresse aussi bien et plus encore peut-être les États-Unis que la France. Eh bien, nous restons donc avec vous, un petit rendez-vous dans maintenant 25 minutes à peu près. Et voyez-vous, ce qui est frappant, c'est que Richard Nixon a plutôt bonne presse en France. Je veux dire qu'il n'est pas détesté comme il l'est par une grande partie des Américains. Les Français ont gardé un souvenir relativement bon de sa présidence, si l'on accepte bien sûr sa fin en queue de poisson. Alors que de l'autre côté de l'Amérique, vous allez le voir, l'ancien président a bien du mal à remonter la pente. Jacques Segui. Depuis le 9 août 1974, Richard Nixon n'a pratiquement jamais quitté cette maison de Saint-Clément. Et c'est ici, au bord du Pacifique, à 100 km de Los Angeles, que Richard Nixon vit dans un isolement quasi total.
C'est ici à Saint-Clément que Richard Nixon peut aussi méditer longuement sur la fidélité de ses anciens compagnons, qui tous, un par un, l'ont abandonné. Saint-Clément est devenue la maison du banni. Richard Nixon a fait quelques sorties. Une à New York, où il a été conspué par la foule. Une autre dans un petit village du Kentucky. Et puis enfin récemment, au Texas, où tous ses amis, députés, sénateurs, avaient quitté la ville le jour de sa visite, prétextant des rendez-vous importants. L'Amérique n'a rien oublié et n'a rien pardonné au Californien Nixon, vice-président d'Eisenhower pendant 8 ans, admiratif devant De Gaulle, considéré par De Gaulle. Nixon, l'homme qui a rencontré Mao et qui a relancé le dialogue avec la Chine. Nixon, l'homme de la haute politique. Et puis aussi l'homme, après tout, qui n'a jamais cru aux institutions de son pays. Et c'est cela, surtout, que les Américains ne veulent et ne peuvent ni oublier, ni pardonner. Oui, les Américains qui, pour l'heure, sont quelque peu traumatisés par la série d'événements violents qu'ils viennent de vivre. Suivant de près le massacre de la Guyana, voilà que le maire de San Francisco a été assassiné, ainsi que l'un de ses adjoints, par un ancien conseiller municipal de la ville. Et ce, à l'heure même où je peux vous présenter ce journal hier soir. Alors tout de suite, bien sûr, on a pensé à une possible connexion avec l'affaire de la secte du Temple du Peuple. Jim Jones connaissait bien le maire, mais après enquête, il n'en est rien. 2 morts à l'hôtel de ville de San Francisco, le maire, George Moscone, et l'un de ses conseillers municipaux, Harvey Milk. L'assassin, Dan White, qui s'est rendu, avait quelques griefs personnels contre le maire, mais ce double meurtre, dont les mobiles apparences sont plutôt futiles, pourrait être en relation avec des événements de la semaine dernière en Guyana, l'assassinat du député Leo Ryan, suivi de l'épouvantable holocauste, 913 morts, de la secte du Temple du Peuple. George Moscone, que voici, filmé récemment par Antenne 2, par Jacques Segui, avait en effet entretenu longtemps d'excellentes relations avec Jim Jones, le pasteur fou, le maniaque sanglant de Guyana, qui fut même un temps chargé du service du logement à San Francisco. Et puis plus tard, le maire s'était désolidarisé de Jim Jones et de ses disciples fanatiques. Monsieur Moscone, donc assassiné hier soir. Pour en revenir au dossier de l'écran, puisque vous voyez, Antenne 2 a choisi de créer l'événement le plus souvent possible, je suis en mesure de vous annoncer que la direction de cette chaîne a décidé d'acheter la fameuse série américaine sur les atrocités nazies, Holocaust. Je crois que cela répondra au désir de nombreux téléspectateurs. La programmation de la série sera définitivement arrêtée dès que les opérations de doublage seront terminées, et elle s'appuiera à titre principal précisément sur les dossiers de l'écran afin de permettre de larges débats sur les thèmes multiples évoqués par cette œuvre. À l'étranger toujours, brusque rechute de l'état de santé du président Boumedienne. Le numéro 1 algérien est retombé dans un coma profond ce matin. Il serait dans un état critique. Le professeur Wallenström, le meilleur spécialiste mondial de la maladie dont est atteint Houari Boumedienne, la maladie de Wallenström précisément, n'a laissé aucun espoir en quittant Alger. Visite surprise et secrète du roi Hussein de Jordanie en Iran. Le souverain jordanien vient de quitter à l'instant Téhéran. Enfin, Elias Sarkis à Paris. Le président de la République libanaise a aujourd'hui rencontré Valéry Giscard d'Estaing. Il lui a répété ce qu'il lui avait dit hier avant son départ de Beyrouth. « Je viens chercher toute l'aide que la France offrira pour rétablir une situation normale au Liban ». Voilà qui nous amène aux affaires françaises, avec tout d'abord la conférence de presse du Premier ministre ce matin. Conférence de presse au cours de laquelle Raymond Barre a affirmé qu'en matière de sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire ne seraient pas bouleversés, que pour le problème de l'Aurore, il espérait qu'une solution serait rapidement trouvée, et qu'enfin il ne serait pas candidat aux élections européennes de juin prochain. En revanche, il a répété, après le président de la République, il y a une semaine, qu'il fallait une liste commune de la majorité, commune donc à tous ceux qui souhaitent la politique européenne du président. Tout ce qui peut montrer que la politique du président de la République et la politique du gouvernement, qui reste dans le droit fil de ce qui a toujours été la politique européenne de la France, que tous ceux qui soutiennent cette politique puissent manifester ensemble leur volonté et puissent apparaître ensemble comme les défenseurs d'une certaine idée de la France, d'une certaine idée de l'Europe et d'une certaine idée de la France en Europe.
Deux visiteurs aujourd'hui chez Valéry Giscard d'Estaing, Michel Debatisse, le président de la FNCA, puis trois savants, François Jacob, Pierre Royer et François Gros. Le chef de l'État leur a demandé un rapport sur la biologie. Manu France, à nouveau en difficulté, François Gadot, le PDG, vient de présenter à son conseil d'administration un deuxième plan de restructuration, prévoyant notamment la suppression de quelques 1300 emplois, c'est-à-dire 1 sur 2. Nous serons bien sûr amenés à en reparler. Le congrès de la CGT, Georges Segui a renouvelé son appel à la CFDT, à Force ouvrière, pour la mise sur pied d'un comité national d'unité d'action. Georges Segui qui sera demain l'invité de notre journal. Et puis les travaux de l'Assemblée nationale avec un débat sur l'aménagement du territoire, débat dont va nous rendre compte maintenant Daniel Brem, avec tout d'abord la signification du rejet de la question préalable des communistes, 284 voix pour, 200 contre, c'est ça? Oui, et cela signifie que la majorité de l'Assemblée a repoussé les propositions communistes, c'est-à-dire priorité à la relance de la production nationale et au développement de la consommation intérieure, et en même temps condamnation de la politique du gouvernement tournée surtout vers l'exportation. Alors Daniel, pourquoi aujourd'hui ce débat sur la réadaptation du 7e plan? Eh bien pour, je crois, attirer solennellement l'attention de l'opinion sur l'importance des correctifs à apporter sur un plan qui a été élaboré en 1976 et qui vraiment péchait par optimisme. Souvenez-vous, il prévoyait le plein emploi et il n'avait pas évaluer à leur dimension réelle les difficultés économiques mondiales. Alors, il s'agit en fait de traduire en noir sur blanc une politique que le gouvernement a déjà commencé à appliquer et que M. Barre présente depuis la campagne des législatives, à savoir modernisation et redéploiement des industries pour créer des emplois et vente accélérer vers l'étranger pour obtenir des devises nécessaires à payer notre pétrole et nos matières premières. Alors vous me direz, cela n'est pas nouveau, effectivement. Mais ce qui l'est davantage, ce sont les explications qu'a données M. Barre sur le style du plan qu'il retient. Et en même temps, il répond à toutes les critiques, aussi bien du RPR que de l'opposition. Alors, c'est un plan à la fois souple, adaptable et réalisable. C'est-à-dire l'opposé d'un plan magique, car... Ah, eh bien, nous avons été visiblement coupés de l'Assemblée nationale. Je pense que dès que nous pouvons rétablir la liaison, nous essaierons d'interroger à nouveau Daniel Brem, qui nous rendait compte de ce débat sur le 7e plan. Robert Hersant, convoqué demain chez le juge d'instruction, on dit que le patron du Figaro et de François serait inculpé d'infraction à la législation sur les entreprises de presse. En attendant, la crise de l'Aurore continue de couver. Deux autres journalistes ont annoncé leur intention de démissionner du journal. Jean Laborde, chroniqueur judiciaire, et puis le père Bruck-Berger, qui s'occupait des affaires religieuses. Saluons aussi, d'un mouchoir un peu humide, la disparition de Paris Métro, un hebdomadaire en langue anglaise, qui paraissait dans la capitale et qui était bien sympathique. Disparition faute de capitaux. Le Parti communiste souhaite la réhabilitation de Boukharine. L'Humanité a publié un long article ce matin. Boukharine, c'est ce communiste russe condamné et exécuté en 1938 sous les ordres de Staline, il y a 40 ans donc. Confirmation de ce que l'on pressentait depuis longtemps, Louis de Guéringaud quittera demain le Quai d'Orsay et sera remplacé par l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Jean-François Poncet. Son départ officiel ne sera annoncé qu'à l'issue du Conseil des ministres et Valéry Giscard d'Estaing offrira un déjeuner en son honneur après-demain. Mais d'ores et déjà, l'actuel ministre des Affaires étrangères l'a fait savoir hier soir à l'occasion d'un dîner offert, vous le voyez, par son homologue allemand, M. Genscher. Alors, Paul Naon, voici donc la disparition de la scène politique de Louis de Guéringaud, ministre des Affaires étrangères depuis près de 2 ans. 2 ans et demi, c'est ça, oui. Du ministre français des Affaires étrangères, M. Louis de Guéringaud, on retiendra peut-être, même sûrement, la petite phrase qu'il avait eue, souvenez-vous, en plein conflit du Liban à propos des chrétiens du Liban sur le dos desquels il avait rejeté toute la responsabilité de la bataille, alors qu'ils étaient pilonnés depuis plusieurs jours dans le quartier de la Quarantaine par l'artillerie syrienne et pilonnés très sauvagement et très durement. Petite phrase qui avait choqué. Choqué toute la
platitude, pardon. Mais M. de Guiraingo ne s'en va pas pour cette raison unique. Il avait déjà demandé il y a plusieurs mois au président de la République de le relever de ses fonctions. Et puis M. de Guiraingo, il ne faut pas l'oublier, à 67 ans, c'est beaucoup plus que l'âge de la retraite pour un diplomate français. On retiendra aussi du ministre des Affaires étrangères un long travail en profondeur et souvent hors des projecteurs de l'actualité sur par exemple l'élaboration d'une vraie doctrine française sur la prolifération nucléaire et d'un rapprochement effectif des pays d'Afrique avec l'Europe. M. de Guiraingo a également tissé avec les pays du tiers-monde et certains pays arabes des liens de coopération très solides. On sait déjà, et vous l'avez dit, qu'il sera remplacé demain à la tête du Quai d'Orsay par un homme beaucoup plus jeune. Il aura 50 ans dans quelques jours. M. Jean-François Poncet, actuellement secrétaire général de l'Élysée, l'homme de l'Europe, l'homme du président, une démonstration supplémentaire que sous la Ve République, l'élaboration de la politique étrangère de la France est conçue d'abord à l'Élysée. Les réfugiés du Haïong, eh bien, pendant qu'un premier contingent vient de partir aujourd'hui pour le Canada, 224 d'entre eux arriveront dans 2 jours à Paris. Voilà donc, semble-t-il, lentement résolu le problème du Haïong, ce bateau de la honte qui avait remué la conscience des peuples du monde entier. Mais les autres, aujourd'hui encore en Malaisie, 350 nouveaux arrivants, 350 indésirables. Eh bien, Jean-Jacques Beuclair, le président du comité d'aide aux réfugiés indo-chinois, a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'elles accueillent le plus grand nombre de réfugiés actuellement en Thaïlande. Nous écoutons M. Beuclair. Le problème des réfugiés est crucial pour la Thaïlande. Il faut bien se rendre compte que dans ce pays, il y a actuellement répartis dans 21 camps 140 000 réfugiés et que leur nombre augmente de jour en jour. Rien que pour le Laos, il passe 100 personnes par jour par le Mekong. Vu l'ampleur de ce problème, ampleur qui ne fait que s'accentuer, il faut absolument trouver une solution internationale. Raisonnablement, c'est la seule façon de le résoudre. Alors, il vient quelque chose à l'esprit. Il y a des pays qui ont les moyens financiers d'aider, mais qui ne peuvent pas, pour des questions économiques, accueillir des réfugiés sur leur sol. Et puis, il y a d'autres pays qui peuvent accueillir des gens, mais qui n'ont pas les moyens financiers de le faire. Et on pourrait, sous une forme internationale, concilier ces deux attitudes. Et pour la France, qu'allez-vous proposer au président de la République? Quelle est la meilleure solution? Pour la France, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Nous faisons vraiment un effort considérable. Il serait peut-être difficile de faire plus. Il faut continuer cette œuvre humanitaire qui consiste à accueillir 1000 réfugiés chaque mois du sud-est asiatique. Oui, vous savez que la France a accueilli depuis l'arrivée des communistes à Phnom Penh et à Saigon, il y a donc 3 ans et demi, plus de 43 000 réfugiés indochinois. Et ils arrivent, on vous l'a dit, au rythme de 1000 par mois environ. La plupart passent quelque temps, 3 à 6 mois, dans un centre d'hébergement où ils règlent leurs formalités administratives, où ils apprennent un métier ainsi qu'à parler le français. Mais ensuite, que deviennent-ils? Comment vivent-ils? Eh bien, c'est ce qu'ont voulu savoir Jean-Claude Renaud et Yves Breu en se rendant chez une famille de Laotiens exilés donc en France. Chiang Teng, 33 ans, n'est pas un travailleur immigré comme les autres. Ancien officier de l'armée laotienne, il est aujourd'hui réfugié, OS à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. Chiang Teng, chaque jour, cintre 400 encadrements de fenêtres de caravanes. Son travail, ce sont les organismes d'aide aux réfugiés qui l'ont trouvé. Mais son passé tragique, la fuite de son pays et les camps de Thaïlande, tout cela n'a pas encore franchi les portes de lui. Est-ce que vous savez son nom? Vaguement. Ça vous arrive de discuter avec lui, d'avoir des contacts? Bon, un petit peu. Qu'est-ce que vous savez de lui? Rien. Rien du tout. Je ne sais pas de quel pays il vient. Si, il nous l'a dit, du Laos. Vous savez pourquoi il est venu en France? Non. Cette famille de Laotiens Hmong, soit 35 personnes, se sont installées à Montreuil-Bellay, bourgade de 4000 habitants. C'est un exemple de la politique du comité d'entraide franco-indo-chinois. Répartir à travers le pays, si possible en milieu rural, les 43 000 réfugiés accueillis par la France. En petites communautés, ils ne doivent pas se sentir isolés, ni former une colonie trop importante. 3 francs 20. 3 francs, il faut 3 pièces comme ça, plus 20 centimes. Un paquet comme ça et 3 francs. Non, on en a pris 2.
Elle va la redonner. Il s'exprime mal en français et les Français, pour cette raison peut-être, ne les connaissent guère. Et les gens d'ici sont plutôt contents ou plutôt pas contents de les voir? Bah, vous savez, comme partout, hein, les uns vont vous dire oui, puis les autres vous diront non. Qui disent oui, ils nous prennent notre travail, et puis d'autres disent bah, que voulez-vous, hein, faut bien. C'est des gens comme d'autres. Chiang Teng vit dans un logement de 6 pièces. Cet ancien bouddhiste s'est converti au christianisme, mais il a gardé ses 3 épouses laotiennes qui lui ont déjà donné 8 enfants. L'aîné a 10 ans, le plus jeune 1 an et 4 mois. 12 à table, c'est beaucoup, même avec les allocations familiales auxquelles il a droit. Eux qui avaient du riz en abondance au Laos n'en mangent plus que 2 fois par semaine. En France, le riz est trop cher, surtout lorsqu'il faut envoyer de l'argent à ceux qui sont restés là-bas. Maintenant, mes parents, mes soeurs, mes frères, ils sont du tout en Thaïlande. Dans les camps de réfugiés en Thaïlande? Oui, dans les camps de réfugiés de Nam Nhao en Thaïlande. Et vous espérez qu'ils vont venir en France? Je crois peut-être c'est l'année ou l'année prochaine. Est-ce que vous espérez pouvoir retourner dans votre pays, au Laos? Je crois qu'il n'est pas la porte pour retourner au Laos. C'est pas possible? C'est pas possible. Jamais? Jamais, parce que maintenant, là, ils ont changé de gouvernement. Mais pour toujours? Pour toujours. La France, c'est comme mon pays. Parfois le soir, Chiang Teng se souvient le temps d'une mélodie, mais c'est pour mieux apprendre la France et les Français. Voilà tout ce que nous pouvons dire ce soir en réponse à vos nombreuses lettres sur le drame vietnamien et laotien et thaïlandais. Je ne reviendrai pas sur l'incident qui a vu hier soir René Andrieux, le rédacteur en chef de l'Humanité, et André Glucksmann, le nouveau philosophe, quitter en direct le plateau de Questions de temps. Les auteurs de l'attentat contre le château de Versailles comparaissaient ce matin devant la Cour de sûreté de l'État. Je vous rappelle brièvement les faits. Au début de l'été, une violente déflagration détruisait en grande partie l'aile du midi du château, à Versailles donc. Les auteurs ont été découverts peu après. Des autonomistes bretons, Paul Lefebvre. Oui, 2 hommes, Patrick Montouzier et Lionel Chantevière. Ils paraissaient bien minces devant les 5 juges, dont 2 officiers généraux de la Cour de sûreté de l'État. Patrick Montouzier, 28 ans, barbu, tassé, le front large et bombé, en somme, permettez-moi, l'image d'Épinal du pêcheur breton. Lionel Chantevière, 29 ans, sans doute plus fragile, il porte le bouc, un visage étroit, lui est plutôt l'image d'un jeune moine efflanqué. Tous 2 sont passionnés, convaincus et sans doute inconscients d'une réalité qui est à l'opposé de leur rêve, c'est-à-dire l'indépendance de la Bretagne. D'abord, ils ont raconté, et ce procès de Paris est une fabuleuse tribune, leur histoire de la Bretagne, une histoire différente de celle des livres scolaires, mais qui n'en est pas moins vraie, du moins parfois. L'ennemi, l'occupant, c'est la France qui, depuis Anne de Bretagne, c'est-à-dire 1532 si je ne me trompe pas, a annexé à un peuple, une race, une culture, puis des siècles d'oppression, de répression, de vol et d'abolition des libertés. C'est le récit, la version de ces accusés qui s'appuie sur l'histoire pour expliquer l'attentat de Versailles. Versailles, disent-ils, temple d'orgueil royal et d'oppression bourgeoise. Versailles, symbole d'une France qui se veut terre des lettres et des arts, mais qui écrase des peuples et des cultures. Quant aux toiles détruites, elles ne sont finalement que des croûtes historiques, magnifiant ce fauteur de guerre qu'était Napoléon. Fin de citation. Ensuite, les 2 Bretons, se voyant refuser le droit d'être jugés avec les 25 autres autonomistes qui font la grève de la faim pour obtenir le statut de prisonnier politique, les 2 Bretons ont décidé de retourner dans leur cellule. La Cour de sûreté de l'État les jugera quand même. Pour la première fois depuis 120 ans, un officier de gendarmerie a été révoqué pour ivresse. Le capitaine, en poste à Dijon, était responsable d'une série d'accidents, notamment au printemps dernier. Attribution exceptionnelle de 2500 croix de chevalier de la Légion d'honneur pour les anciens combattants dans les 2 ans à venir, une décision prise ce matin par le chef de l'État. Et puis rubrique médicale avec cette page d'espoir pour les malades au bord de la cécité, pouvoir retrouver la vue grâce à une greffe de la cornée prélevée sur un corps. 1200 personnes ont pu le faire l'an dernier grâce à 1200 donneurs. Martine Alain Regnault a rencontré une adolescente qui, à la suite d'une opération, vient de retrouver la joie de vivre. Écoutez son témoignage, il est très émouvant. Je me suis réveillée un matin, j'avais mal à l'œil, enfin j'avais quelque chose qui me gênait dans cet œil-là, et j'avais un trou dans l'œil. Mais c'est tout. Je suis donc arrivée au 15-20 dans la nuit, et on m'a dit que j'avais donc un ulcère perforant à l'œil gauche et un ulcère à l'œil droit. Pendant 15 jours, c'était... Enfin...
Et après, le 15 septembre, on m'a greffé. Donc on m'a greffé une partie de la cornée. Si on ne m'avait pas fait de greffe, je pense que je ne verrais plus clair maintenant. Je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant. Maintenant, je vis comme quelqu'un de tout à fait normal qui n'a pas subi de greffe, rien. Je lis, je vais à l'école, J'aimerais que tout le monde sache ce qui m'est arrivé. C'est tellement merveilleux. On ne voit plus clair et tout d'un coup, on revoit. Je sais pas, c'est merveilleux. C'est un mort qui, de son vivant, a donné ses yeux et donc qui m'a permis de voir finalement. Je suis très reconnaissante à celui ou celle qui a donné ses yeux de son vivant. Je ne connais pas, mais je pense, si on me disait, je sais pas comment dire, c'est le mari de cette dame qui a donné ses yeux, je pense, je sais pas, pour moi cette dame ferait presque partie de ma famille. Oui, c'est très beau. Donc, cette Banque française des yeux, vous le voyez, a pour adresse 56 avenue Mathurin-Moreau, à Paris, dans le 19e. Téléphone 205 93 67. Voilà, dans la série Prix en tout genre, 2 récompenses qui nous touchent un peu plus que les autres, car à travers leur lauréat, c'est notre chaîne qui est remarquée. Tout d'abord, honneur aux dames, les membres du jury du prix Glaxo ont désigné comme meilleur journaliste scientifique de l'année Martine Reneux. Et puis le prix de télévision, Fondation de France, Albert Olivier, qui récompensait il y a quelques heures le très beau film de Stelio Lorenzi. Je veux parler de la seconde partie du feuilleton Zola, ou la conscience humaine. Stelio Lorenzi qui reçoit donc son prix. Voilà, je vous rappelle, avant la page de la météo, que le vainqueur de la première transat française est Mike Birch, le Canadien, qui devance de 67 secondes seulement Michel Malinowski. La météo donc, toute la France a frissonné aujourd'hui encore, neige et froid sur tout le pays, et cela va continuer demain avec quelques éclaircies. Des averses se produiront de l'Alsace et de la Lorraine aux Alpes du Nord, neige en montagne, toujours persistance du Mistral et de la Tramontane. Voilà, le dernier journal présenté ce soir par Gérard Rolls est prévu à 23h30. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente soirée, à l'écoute bien sûr des dossiers de l'écran. Le temps d'une page de publicité, et vous retrouverez Joseph Pasteur et son invité Richard Nixon, qui, vous le voyez, est déjà en place. Bonsoir donc, à demain.